Miley Simon, je suis très heureux de vous retrouver, même si c'est par Zoom interposé et pas dans une galerie ou dans une salle d'exposition ou dans un musée de la bande dessinée. Mais le plaisir est toujours là, d'autant plus que le prétexte pour cette interview est une bande dessinée courte que vous publiez dans le magazine, le dernier magazine Tintin, c'est l'Aventure, une coédition avec les éditions Géo. Alors, on connaît ce magazine qui est consacré à des thématiques qui traversent l'œuvre de Hergé. Et ici, la thématique était la science de manière générale et les Oui, découvertes scientifiques. tout à fait. Alors, je ne peux évidemment pas m'empêcher de poser une question un peu bateau, qui est quelle est la perception que vous avez, vous, de Hergé, qui, dans le fond, a des points communs avec vous, puisqu'il était aussi dessinateur, illustrateur, auteur de bande dessinée. Donc, il y a des similitudes, mais avec un décalage, évidemment, dans le temps, un décalage dans l'inspiration. Et puis, voilà, c'est un peu ce que j'aimerais savoir de vous. Et puis aussi, comment avez-vous découvert la première fois Hergé, Oui. l'œuvre de Hergé, bien sûr. Je vais commencer par la deuxième question peut-être parce que c'est vrai que j'ai de très beaux souvenirs de ma découverte de Hergé, de l'œuvre de Hergé et de Tintin. J'étais un adolescent dans l'État de Vermont aux États-Unis et un jour, un de mes camarades amène un album Tintin à l'école et c'était la première fois, moi qui étais nourri principalement de Mad Magazine et de comics américains, je découvre cette autre façon d'aborder le récit sous forme de bande dessinée. Donc, grande découverte, grande rencontre avec la bande dessinée franco-belge et on peut dire que j'ai commencé par le top. C'est quand même une découverte qui m'a bouleversé. Non seulement l'intensité du récit, ses complexités, oui, voilà, la densité de ce que je découvrais dans ces premiers albums, et que j'étais tout de suite séduit, jusqu'au point où, ayant collectionné les 4 premiers qui étaient disponibles aux États-Unis, je commençais à embêter les amis de ma mère. On habitait à 4 heures de New York, euh, euh, en insistant pour qu'ils m'amènent à New York, à Rockefeller Center, où il y avait la librairie française, et où voilà, je rentrais vite fait, achetais un ou deux Tintin et je ressortais. Donc c'était une très belle découverte et ça m'a Et marqué pour le restant de qu'est-ce qui vous de ma vie. séduisait dans le fond, dans le souvenir que vous en avez aujourd'hui? C'était le dessin, c'était la ligne claire, c'était les couleurs, les décors? Alors, tout ça, oui, je pense tout de suite à la beauté des couleurs, la finesse du trait, l'élégance du trait, le, le, évidemment les personnages qui sont tellement vivants, tellement présents dans le récit d'Hergé, on, on arrive très vite à les connaître par cœur, à attendre leur épique clé. C'est vraiment une délice. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à réunir cette famille de personnages, à alimenter chaque récit avec des surprises, en renouvelant, faisant vivre ces personnages. Et pour retourner donc peut-être à la première question à laquelle je réponds indirectement, je reconnais maintenant, avec le recul, maintenant que depuis plus de 30 ans, je fais ce métier, en quelque sorte, je suis dessinateur donc depuis un petit moment, j'a- j'admire, j'apprécie le grand professionnalisme, toute la structure qui vient autour de cette création graphique et qui fait que l'œuvre d'Hergé est le monument qu'il est. C'est un auteur euh, qui a, qui a vraiment mis au point une technique, une façon d'aborder son travail. Il y a toute la discipline qui vient du fait il y a la précision de ce qu'il montre, que ce soit des trains, les voitures qui sont toujours très, il y a beaucoup de recherches, on en parle beaucoup, mais ça montre à quel point c'est quelqu'un qui est profondément attaché à, bah oui, le mot professionnalisme me vient à l'esprit, et cette précision, cette richesse qui m'interpelle et qui me plaît, et que je cherche souvent à intégrer à mon propre travail.
Hergé a aussi été, comme vous, créateur d'affiches, de couvertures, d'illustrations pour des livres qui n'étaient pas les siens ou d'illustrations, même d'illustrations scolaires. Et Est-ce peintre aussi. est-ce que vous vous retrouvez dans cette diversité? Qu'est-ce que cela apporte d'être multifacette et de travailler dans différents formats, dans différents projets? Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui trouvent que faire autre chose, c'est une distraction. Moi, c'est tout l'inverse. Je suis, je trouve qu'en mettant de côté, des planches d'un roman court pour faire une toile ou pour faire un dessin pour la presse, je reviens au projet avec une nouvelle énergie et un peu de recul, la capacité de peut-être voir autrement, de résoudre des problèmes auxquels je ne trouvais pas de solution. Voilà, ce va-et-vient, si on peut dire, m'aide moi personnellement à retrouver cette fraîcheur et cette énergie, renouvelée pour, le projet en cours. Maintenant c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'avec certaines approches graphiques, on peut aborder certains sujets, qu'on ne peut pas aborder ailleurs. Avec la peinture, il y a un univers, avec la bande dessinée, il y a un autre. L'illustration, c'est un peu entre les 2. Donc c'est bien pour moi, même fondamental, de pouvoir, comme ça, changer de temps en temps de la matière, avec laquelle je travaille. Alors, il y a un autre aspect que l'on va aborder, qui est aussi commun entre Hergé et vous, mais on va l'aborder, si vous voulez bien, en parlant de cette bande dessinée courte qui est publiée dans le Tintin, c'est l'aventure. Oui. Cet autre métier, c'est aussi le métier de scénariste, où là, il faut parfois vous adapter des romans ou des livres déjà existants. Vous travaillez avec d'autres scénaristes que vous. Mais ici, dans ce cas-ci, là, vous faites l'ensemble de la palette créative d'un roman court graphique ici, qui est également le scénario. Alors, si vous voulez bien, on va un peu aborder cette dimension-là aussi dans ce court récit qui débute dans la mer des nectars, dont j'ai découvert qu'effectivement c'était le nom officiel d'un des sites lunaires. Et de Énormément de poésie dans le nom des oui, endroits ah sur la oui, Lune aussi. absolument, absolument. Et alors, après, je vous laisse la parole, et alors je vais lire le poème qui ouvre la première case de la première page de ce court récit. C'est À Xanadu, Kubilai Khan se fit ériger un fabuleux palais des plaisirs. C'est un poème de Coleridge, et j'aimerais que vous nous disiez, à partir de cela, comment un scénario se crée chez Miles Hyman lorsqu'il a une commande comme celle-ci. Hem, j'essaie de, prendre beaucoup de temps pour réfléchir évidemment, pour essayer déjà de décider où je vais avec ce petit récit parce qu'effectivement en 10 planches, j'apprends à chaque fois on peut pas aller partout, on peut pas il faut être vraiment très concis et pourtant j'avais envie on va dire suggérer un récit tout en passant par cette case poésie. C'est en plus du dessin, j'ai fait des études en lettres aux États-Unis et notamment, j'ai passé beaucoup de temps, avec la poésie et hem et j'avais envie de retrouver, à la fois ce sujet qui est un peu, brûlant d'actualité parce qu'on parle de bon, la science. C'est plus un c'est plus, une fiction d'anticipation qu'un vrai récit sur la recherche actuelle, Vous mais voulez, on peut faire très vite le pitch des 10 pages, comme ça. Ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu, peuvent voir. Donc, j'ai essayé de faire le pitch sans trop dévoiler. Cette histoire se déroule en deux temps. Nous sommes à la veille de l'inauguration d'un palais Xanadu qui se trouve sur la Lune. Et les deux personnages principaux, une journaliste et son chien qui ressemble à Milou, et qui s'appelle Paul, sont en route vers cette conférence de presse où l'on va inaugurer le palais des plaisirs. oui, Et en réalité, à partir de là, il y a toute une réflexion sur l'exploitation des richesses de la Lune par oui, des privés, des investisseurs privés, plutôt que pour le bien de l'humanité. voilà, Pour faire exactement. C'est ce qui est à peu près la dérive qu'on est en train de prendre, mais bon, absolument. mais en même temps, je voulais aller, on va dire, tout près de ce narratif qui pourrait être, vu comme peut-être, purement politique et un peu au dernier moment, prendre ces dérives poétiques qui nous permettent de rester un peu dans le rêve, dans l'imaginaire, de nous projeter dans l'étrangeté de ce qu'on est en train de voir avec ce récit
Ce poème qui est lu par la fille de ce nouveau Kublai Khan, et qui lit ce texte qui finalement n'est pas tout à fait à sa place, mais qui nous permet aussi de flotter un petit peu par-dessus ce paysage lunaire et de découvrir que, comme à la Terre, on est en train de refaire un peu les mêmes bêtises, d'exploiter ces merveilles aux seuls besoins commerciaux. Donc, j'ai senti que la poésie nous donnait l'espace entre, on va dire peut-être la dureté de ce qu'on voit et nous permet de rester un peu dans l'imaginaire. Une des beautés, j'ai pensé beaucoup à 2001 de Kubrick, où je sens qu'il y a à peu près, enfin, il y a quelque chose de similaire. Il y a la musique déjà qui est vraiment pas à sa place, le fait d'entendre Strauss en regardant des monolithes flotter dans l'espace. Je voulais retrouver un peu ce décalage-là. Et donc, il me semblait, avec l'absence de la musique, qu'avec une poésie du 19e siècle, on était presque dans le même esprit. On pouvait au moins profiter un peu de ce même décalage étrange entre ces textes plus anciens et le futurisme absolu. Alors cette poésie est aussi une poésie hallucinée, parce que je me suis un peu renseigné. Donc Coleridge avait écrit ce poème alors qu'il était sous l'emprise de l'opium, puisqu'il était devenu opiumane à la fin de sa Oui, vie. Et ce poème évoque Xanadu, qui est le palais idéal dans une ville chinoise que un prince mongol avait créé oui, au XIIIe siècle. Et donc on a en même temps la poésie qui est une sorte de rêve onirique de ce qui pourrait être une beauté idéale, et puis on tombe dans la réalité cruelle et crue de ce que oui. l'on raconte. Qui sont le fait d'avoir découvert du cobalt et des minéraux précieux sur la Lune. On laisse derrière nous, encore une fois, pas de spoiler, mais on laisse derrière nous une terre un peu épuisée pour à chaque fois avancer la frontière de l'exploitation euh, des biens et des terres pour notre seul profit. Et donc, et puis on voit aussi un peu naître des personnalités comme les grands titans des finances américains, l'industrie américaine, qui retrouvent un peu comme les seigneurs d'antan la possibilité de faire tout et n'importe quoi, en fait, tellement leur puissance est énorme. Et donc, j'évoque Kublai Khan et Xanadu aussi parce qu'on revient presque à des modèles quasi féodaux de la société où il y a un caste qui peut se comporter comme des dieux et d'autres qui sont laissés sur une terre épuisée de ses ressources. Donc c'est un peu dans cette direction-là qu'on suggère un récit qui touche sur ces points-là sans non plus euh, aller, aller, aller au point d'être un pur discours politique. Oui, c'est ça, ce n'est pas un pamphlet, on est Oui, voilà. voilà. Euh, j'ai voulu d'ailleurs commencer, et je pense que le récit de 10 pages est presque divisé, je pense, 5 et 5 planches. On commence par donc cette journaliste qui se trouve sur le vaisseau qui se dirige, qui tourne autour de la Lune, en orbite autour de la Lune, et qui nous permet donc de découvrir un petit peu la situation, encore une fois, tout en passant par des évocations de la littérature. Il y a Paul qui est un insoutenable petit chien qui sait tout, Oui, qui ça c'est sort un des... très beau personnage, hein. Et c'est vrai qu'il il est un décalage de Milou, même dans son apparence, même si c'est un chien robot, quoi, hein. Oui, Mais il a en même temps un discours sur lui-même qui est dans l'autodérision et oui, qui est très Milou 1, je dirais. oui, tout à fait, tout à fait. Et le petit jeu de un peu antagonisme light entre la journaliste La journaliste. et Paul. Je voulais effectivement, sans que ce soit trop direct non plus, mais évoquer ce jeu amical entre Tintin et Milou qui parfois passe par des petits pics à droite et à gauche. Donc il y avait, oui, en fait, il y avait un triple défi en fait dans ce récit, c'était évoquer évoquer l'univers de Tintin, parler de la science à la sauce que je voulais en quelque sorte,
et puis aussi trouver un récit qui pouvait tenir et dire quelque chose de conséquent, enfin en ce qui me concerne, en 10 planches et c'était, un fabuleux défi parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avance sur ce terrain-là, on dit: «Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire en 10 planches?» Mais voilà, j'étais très content de jouer avec de jongler avec ces 3 balles et de Pour revenir au personnage de Milou et de Paul ici, hein, et de ce nom-là, il y a aussi cet outil qui permet de donner à un personnage le rôle de celui qui sait et qui explique, et donc qui développe ce que l'action ne doit pas nécessairement dévoiler. Et il voilà, a un discours en même temps décalé, en même temps très objectif sur la situation telle qu'elle est au moment oui, où l'histoire se déroule, situation écologique, situation scientifique. Et donc c'est très tintinesque aussi d'avoir oui. le discoureur d'un côté et puis l'action. C'est une sorte de froideur rationnelle, oui, c'est un robot, qui, n'a pas d'avis. Il n'a que les faits et explique, gentiment à l'humain des choses qui n'ont aucune importance ou bien qui nous permettent aussi d'aborder ce sujet de la Lune, heu, qu'on va découvrir quelques planches plus tard, sous toutes ses formes, que ce soit scientifique, littéraire, philosophique et on touche très brièvement à tout ce que cet objet, cet astre, représente et c'est vrai que quand on réfléchit, c'est une présence, heu, depuis toujours dans nos réflexions, que ça se manifeste par la littérature ou autre chose. Alors, il y a un autre aspect qu'on ne va peut-être pas aborder trop parce que sinon on va spoiler, qui est la deuxième partie de ce récit. Donc, à partir du moment où la conférence de presse a lieu, effectivement, qui présente ce paradis des délices, où j'ai oublié le nom exact le palais des plaisirs, pardon, qui est le palais des plaisirs que créent les grands financiers et qui est finalement présenté à la presse ici dans la deuxième partie. On voit qu'il y a là une espèce d'hypertrophie de tout ce qui fonctionne de manière excessive sur la Terre aujourd'hui, avec l'immensité des possibilités que les milliardaires ont, et puis par ailleurs cette disproportion. Et ça apparaît dans la description de ce lieu, du Palais des Plaisirs et de tous les services qui y sont offerts. Euh, il faut peut-être pas que vous les décriviez, mais peut-être dire la manière dont vous les avez dessinés, parce qu'il y a là ce travail de dessin qu'on n'a pas encore abordé. Vous avez évoqué Kubrick, mais il y a tout ce travail sur le dessin. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à recréer cet univers hors du temps? À vrai dire, j'ai regardé beaucoup de l'univers dans lequel vivent actuellement, les personnes fortunées, sur terre et en fait, c'est assez futuriste déjà. On n'est pas très loin des Amadou déjà, sur terre quand on regarde, les yachts de luxe et très futuristes, on est déjà dans une espèce de vaisseaux spatiaux, prêts à décoller en quelque sorte. C'est assez incroyable. Ça mêlé avec, quelques clins d'œil à une architecture futuriste qu'on voit également, de part et d'autre, que ce soit en Chine, en Europe, aux États-Unis. On nous pointe déjà dans une direction qui nous amène vers l'espace. Enfin, c'est au moins que ça que j'ai senti, que ce soit, explicite ou pas. Donc, en fait, tout ce qu'on voit dans ces récits existe déjà, ou au moins sous une version proche. Je me suis inspiré assez librement de choses existantes. Et voilà, pour ça, évidemment, en tournant tout ça à ma façon, mais c'est fantastique de voir à quel point on est déjà en train de regarder pour des raisons bonnes et moins bonnes vers une vie ailleurs que sur Terre dans notre actualité. Très bien. Miles Simon, c'est sur cette dernière évocation de votre manière de dessiner, à votre façon, comme vous dites, qu'on reconnaît évidemment bien, on reconnaît la patte de Miles Simon, et tous ceux qui aiment votre travail, ils sont nombreux, le retrouveront dans ce court récit qui paraît dans le numéro 8 de Tintin, c'est l'aventure, le numéro daté de juin à août 2021. Miles Simon, je vous remercie pour cet entretien et j'espère vous revoir Merci très à vite vous. en vrai avec de nouveaux ouvrages. Oui, Merci beaucoup, Mike Simon. merci à vous, Jean. À bientôt.